Bienvenue dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Au sommaire, en Tunisie, le variant Delta fait des ravages. Les chiffres sont alarmants, plus de 4000 nouveaux cas par jour. Pour le président tunisien Kais Saied, la Tunisie est en état de guerre. Il faut mettre en place une nouvelle stratégie pour faire face à la pandémie du coronavirus. La paix comme moyen de préservation de l'unité nationale, c'était le principal message porté par le président gabonais Ali Bongo Ondimba lors de son allocution devant le Parlement le 25 juin dernier, son premier discours devant sénateurs et députés depuis 3 ans. Et garantir une identité légale à chaque enfant africain, tel était l'objectif de la campagne Mon nom est personne, lancée en juin 2020 par l'UNICEF et l'Union africaine. A-t-elle eu un véritable impact ? Les détails dans la suite de cette édition. Mais tout d'abord, l'armée nationale somalienne a annoncé dans un communiqué que ses forces avaient tué 15 terroristes d'Al-Shabaab lors d'un violent affrontement qui a eu lieu dans l'état de Galmudug au centre du pays ce dimanche 4 juillet. Le porte-parole de la SNA, Ali Hachi a déclaré que l'armée avait également blessé plusieurs insurgés lors du combat près de la ville de Doussamareb, la capitale administrative de l'état de Galmudug. Des armes à feu ont également été récupérées lors de ce combat. De son côté, le groupe terroriste a affirmé avoir tué 8 soldats, y compris un haut commandant de l'armée, au cours de cet affrontement. La Tunisie à la recherche d'une nouvelle stratégie pour endiguer la pandémie de coronavirus. Le pays fait actuellement face à une nouvelle vague de contamination plus virulente à cause notamment du variant Delta. Le président Kais Saied appelle à la mise en place d'une nouvelle stratégie destinée à faire face à la pandémie. Il a présidé une réunion d'urgence à cet effet samedi 3 juillet avec des responsables militaires et sécuritaires. Pour l'heure, le pays n'a vacciné que 1,8 million de personnes sur 12 millions d'habitants. Les mots du chef de l'État sont forts. La Tunisie est en état de guerre. Je vous propose de l'écouter. Nous sommes en état de guerre, soyons honnêtes. La guerre comporte plusieurs phases. Nous en avons perdu une, pour plusieurs raisons, mais nous triompherons. Les chiffres sont alarmants et la Tunisie se place deuxième au niveau mondial en nombre de décès. Parmi les raisons évidentes qui ont conduit à l'inefficacité des mesures prises, l'absence de confiance du citoyen en ces mesures, des décisions prises en déconnexion avec la détérioration constante de la situation sanitaire. Nous assumons la responsabilité et nous travaillons au sein des institutions de l'État. Celui qui pense que cette réunion entache le travail des institutions de l'État se trompe dans sa vision du travail politique. Nous assumons la responsabilité tel le soldat sur le front, sans calcul politique, sans mise en scène et sans action sur les chaînes de télévision de la part de ceux qui se fichent de l'intérêt des citoyens et ne s'intéressent qu'à leurs propres intérêts. Il faut prendre des mesures audacieuses et adopter de nouvelles visions, puisque les anciennes mesures ont démontré leurs limites. Nous devons compter sur nos propres moyens et nous sommes capables de réussir. Certaines mesures n'étaient pas prises sur la base des recommandations scientifiques, mais pour servir des intérêts politiques, sans le moindre souci pour la santé des Tunisiens. En Guinée équatoriale, le tribunal militaire de Bata a condamné le lieutenant-colonel Valentin Zan-Ega et le caporal José Antonio Bamansoué à 35 et 50 ans de prison respectivement le 2 juillet. Ils ont également été condamnés à payer 10 millions de francs CFA à chaque famille des victimes des explosions qui avaient ravagé le camp d'Nkwa Thomas à Bata le 7 mars 2021. Selon la télévision nationale, le lieutenant-colonel Zan-Ega, le chef de ce camp, abritant des forces spéciales et des gendarmes ainsi que leurs familles, et le soldat Obamansue ont été reconnus coupables par le tribunal militaire qui les jugeait à huis clos d'homicide, dommage, incendie, négligence, imprudence punissable ayant provoqué des décès. Le président nigérien Mohamed Bazoum réaffirme ses garanties de sécurité et de relance économique aux populations réinstallées de Barwa. Samedi 3 juillet, il est allé à la rencontre des populations de ce village déserté il y a plus de 6 ans en raison de la menace du groupe terroriste Boko Haram. Reportage de notre correspondant Sadoualizé Mokhtar.
Village totalement en ruine, habitations effondrées, écoles à reconstruire, centres de santé et points d'eau à réhabiliter. Bref, tout est à refaire. C'est la triste image que retrouvent les populations de Barwa, un village frontalier du Nigeria, à l'extrême sud-est du Niger, à 135 km de Difa et 3 km du lac Tchad. Le village avait été abandonné depuis 2015 par les habitants, terrorisés par les attaques récurrentes de la nébuleuse Boko Haram dans la zone. Aujourd'hui, Barwa est en train de renaître grâce au retour au bercail des hommes, femmes et enfants du dit village. Ça fait 6 ans, le village a déserté depuis 2015. Le village s'est installé à Ngagam, ensuite 3 ans après, il s'est installé à Awalidi, à côté de Difa. La population s'est dispersée. Ça fait 2 ans que la population vit dans une situation très difficile et précaire. La population était dans des bonnes situations. Les gens cultivaient, les gens pêchaient, les gens font de l'élevage, du commerce. Maintenant, on demande au président de la République d'aider la population pour reprendre toutes ces activités. Afin de constater de visu le déroulement des opérations de retour des populations déplacées dans leurs localités respectives, le président de la République en visite de travail dans la région depuis le 1er juillet 2021 a été l'hôte des habitants de Barwa. Mohamed Bazoum est venu rassurer ses habitants des nouvelles mesures sécuritaires prises pour les mettre à l'abri des attaques de Boko Haram et ainsi relancer les activités socio-économiques. Nous n'avons pas amené les populations de Barwa pour les y confiner et considérer que c'est ça l'objectif que nous devrions atteindre. Notre objectif, c'est, en ramenant les populations, de leur permettre de s'adonner à leurs activités économiques. Et les champs, ils ne sont pas dans le village, ils sont hors du village. Le lac n'est pas dans le village, pour la pêche, il est hors du village. Notre devoir, c'est de faire en sorte que le lac soit fréquentable, qu'il n'y ait pas par conséquent des positions de terroristes dans le lac, de nature à empêcher cette activité-là. Qu'il n'y ait même pas des mouvements de nature à empêcher l'activité en question. C'est pareil pour l'agriculture, c'est pareil pour l'élevage. Il faut noter que Barwa est le village test pour le retour de tous les déplacés internes dans leur village d'antan. Rappelons aussi que près de 6 000 personnes originaires du village de Barwa et 18 autres villages ont rejoint leur terroir grâce à ce programme qui vise à réinstaller environ 130 000 déplacés de la région de Difa, recasés pour la plupart dans des camps de réfugiés. C'était la première fois que le chef de l'État s'adressait aux sénateurs et députés depuis son accident vasculaire cérébral en 2018. Ali Bongo Ondimba était devant le Parlement le 25 juin dernier. Lors de sa prise de parole, il est revenu notamment sur la modification de la Constitution opérée en 2020. Le président a notamment insisté sur l'importance de l'unité nationale. Retour sur ce discours avec Marie-Colette Babasagana. Le président de la République, Ali Bongo Ondimba, dans son discours adressé aux 2 chambres du Parlement le 25 juin 2021, a exhorté les parlementaires gabonais à préserver l'unité du pays. Il a également rappelé aux citoyens gabonais la nécessité de cultiver la paix. Une paix qui fait partie de l'histoire politique du pays et aujourd'hui fragilisée par une conjoncture sociopolitique préoccupante. Mesdames et messieurs les parlementaires, aujourd'hui, plus que jamais que par le passé, nous devons nous rappeler la finalité de nos choix et de nos actes. Pourquoi cette quête d'une démocratie de plus en plus libérale? Pourquoi ces réformes audacieuses si ce n'est pour parvenir à la réalisation du bien commun au service du plus grand nombre? Notre boussole doit être celle-là: garantir la paix et la sécurité, promouvoir la liberté, l'égalité, la sécurité est la première des libertés. La sécurité résulte de la paix. Cette paix, nous devons tout faire pour la préserver
la préserver jalousement. Le projet de société du président Ali Bongo Ondimba vise à transformer le Gabon pour en faire un pays émergent et prospère, placé sous le signe de l'unité et de la solidarité. Pour réaliser cette ambition, le chef de l'État préconise la préservation de la paix et le renforcement de la cohésion sociale, qui sont, de l'avis de certains observateurs, les bases essentielles pour le développement socio-économique du pays. Sur le plan économique, nous avons une avancée significative. Il faut également dire qu'à l'instar des autres pays du monde, et d'Afrique en particulier, nous subissons la crise de la Covid-19. Mais cela n'empêche pas justement à notre pays de faire face à cette crise et de continuer son progrès. C'est vrai, comparativement aux années antérieures, ce progrès ne sera plus d'un certain pourcentage, mais n'empêche que nous mettons tout en œuvre pour que notre pays se porte bien. Rappelons que le chef de l'État Ali Bongo Ondimba a salué les avancées majeures opérées en matière de lutte pour l'égalité des genres à travers le programme Gabon Égalité. Il a également réitéré sa volonté de redynamiser le système sanitaire et éducatif national. La Banque mondiale, de nouveau disposée à collaborer avec l'État tchadien. L'institution reprend ses activités en faveur du pays après quelques mois de rupture suite à l'arrivée des nouvelles autorités de transition ayant succédé au président Idriss Déby Itno, décédé en avril dernier. La coopération reprend donc avec la Banque mondiale et plusieurs financements sont d'ores et déjà annoncés. Reportage signé Mahamat Ramadan, commentaire Paul-Marcel Mayaki. Après avoir suspendu ses opérations avec le Tchad en avril dernier, la Banque mondiale a annoncé vendredi 2 juillet 2021 la reprise des activités avec le pays. Une décision qui fait suite à l'évaluation profonde du climat politique interne et des institutions de la transition par une mission d'experts internationaux. Les projets et programmes de développement engagés en partenariat avec la Banque mondiale vont pouvoir bénéficier à nouveau des financements nécessaires à leur mise en œuvre. Le gouvernement, l'opposition, la société civile et le secteur privé ont été consultés. À la suite de la mission d'évaluation, le management de la Banque mondiale a décidé de reprendre ses opérations. Les autorités de la transition ont salué cette décision de la Banque mondiale et comptent soumettre très rapidement à l'institution financière des projets en préparation estimés à près de 800 millions de dollars. Ces projets concernent les secteurs stratégiques pour le développement socio-économique du pays comme l'énergie et l'accès à l'eau potable. Après cette réunion, je puis vous annoncer que nous pouvons rapidement engager les projets en préparation à hauteur de pratiquement 785 millions de dollars, près de 800 millions de dollars, ce n'est pas rien. Et dans les secteurs stratégiques tels que l'énergie, les infrastructures, l'eau, l'éducation, le renforcement des capacités. Par ailleurs, le gouvernement de la transition et les partenaires techniques et financiers du Tchad comptent dans les mois à venir engager la restructuration de tous les projets et programmes de développement en cours dans le pays afin de les adapter aux besoins actuels des populations. À peine la moitié des enfants de moins de 5 ans vivant sur le continent africain sont enregistrés à la naissance, privant ainsi des millions d'autres de la possibilité d'avoir une identité légale et de jouir de leurs droits fondamentaux. Afin de régler cette problématique, en juin 2020, UNICEF et l'Union africaine ont lancé la campagne dénommée « Mon nom est personne » pour éveiller les consciences sur l'importance d'enregistrer les enfants dès leur naissance. Un peu plus d'un an après, quel bilan peut-on faire de cette initiative? Élément de réponse avec Corinne Eyon. 3500 enfants ont récemment reçu à Béni, en République démocratique du Congo, leur certificat de naissance, des enfants qui sont pour la plupart des déplacés de guerre. Au Cameroun, une campagne lancée au sein de la communauté Mbororo dans la région de l'Adamawa va sillonner quelques villages durant l'année 2021 pour remettre 600 actes de naissance à des enfants jusqu'ici sans identité. Les statistiques révèlent qu'à peine la moitié des enfants de moins de 5 ans vivant sur le continent africain sont enregistrés à la naissance. Lorsque l'enseignante demande à sa mère son certificat de naissance, elle ne l'a pas. À
ce moment-là, Ada croit que son rêve de poursuivre ses études et de devenir médecin va prendre fin. En Afrique, un enfant sur 2 n'est pas enregistré. Ces images qui reflètent la réalité dans de nombreuses communautés africaines soutiennent la campagne Mon nom est personne, pour chaque enfant une identité légale, pour chaque enfant l'accès à la justice, campagne lancée en juin 2020 par le Fonds des Nations Unies pour l'enfance et l'Union africaine. Une initiative visant à promouvoir le droit de chaque enfant en Afrique à une identité légale, un accès sûr au système de services sociaux, notamment la santé, l'éducation et la justice. Nous plaidons pour que les gouvernements révisent leurs lois et politiques et travaillent avec les communautés pour faire évoluer les attitudes et les comportements démontrant la valeur et les avantages de l'enregistrement des naissances, créer une demande en ce sens et rendre l'enregistrement des naissances gratuit et accessible pour tous. La situation des enfants invisibles s'est encore accentuée avec la pandémie du coronavirus, de nombreuses maternités et centres d'enregistrement des naissances ayant été rendus inaccessibles. C'est dans ce contexte que la plupart des États membres de l'Union africaine se sont ralliés à la campagne Mon nom est personne, ce qui aboutit à l'adoption d'une déclaration qui appelle à la mise en œuvre des 3 facteurs de changement, l'interopérabilité, la numérisation et la décentralisation. Un bilan de la mise en œuvre de la campagne ainsi que les recommandations adoptées seront présentées lors de la 6e conférence des ministres au Mozambique en octobre 2021. C'était le journal de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.